Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Didier Reynders. Bonjour. Bonjour. Ministre des Affaires étrangères, mais aussi président de la régionale bruxelloise du MR. Alors justement, comment vous partagez votre temps entre l'étranger et Bruxelles ? Grosso modo, je suis un tiers de mon temps à l'étranger, quand je ne suis pas retenu par des négociations pour un accord avec le Canada sur le plan commercial ou qu'on n'a pas un retard dans le débat budgétaire. Mais grosso modo, c'est une douzaine de jours par mois à l'étranger. Je vais repartir pour le Kenya et pour le sommet de la francophonie à Madagascar la semaine prochaine. Et puis nous aurons une visite d'État aux Pays-Bas avec le roi et la reine la semaine suivante. Donc voilà, déjà sur les 2 semaines qui viennent, ce sera plus de la moitié du temps à l'étranger. Donc un programme chargé, mais Bruxelles vous intéresse quand même, puisque la preuve, vous étiez déjà président de la régionale, vous vous êtes représenté, vous êtes le seul candidat, et le 8 décembre, normalement, vous devriez être élu. Hein, je le souhaite en tout cas, je me suis adressé à l'ensemble des membres de la régionale, avec l'ambition vraiment de faire fonctionner cette régionale de manière dynamique. On a beaucoup travaillé ces dernières années, pendant ma première période de présidence, à revoir le programme, tant du côté bruxellois que surtout à l'échelon de l'ensemble du parti. J'ai organisé pas mal de réunions avec Olivier Chastel. Ça a débouché sur un congrès doctrinal qui vient d'avoir lieu, qui permet au MR d'être en ordre de marche dans les prochains mois pour préparer progressivement les élections communales et puis régionales, fédérales et européennes. Et puis surtout, on a commencé à faire fonctionner des équipes. Et je crois que c'est important parce que nous sommes en dehors de la majorité régionale depuis maintenant plus de 12 ans. Et donc l'objectif, c'est d'avoir des équipes capables de présenter un projet, d'essayer de convaincre et si possible, bien entendu, de revenir dans une majorité régionale parce que je crois qu'il y a des choses à changer à Bruxelles. Mais justement, comment revenir dans une majorité régionale ? Il faut être le numéro 1. Ce serait le mieux, en tout cas, d'avoir, comme on dit, la main, d'être en première position en sortie des urnes. On va évidemment s'y atteler. Je crois qu'il y a aussi pas mal de contacts à prendre avec l'ensemble des formations politiques démocratiques, en tout cas sur Bruxelles, pour voir si sur certains sujets, on ne peut pas trouver des points de convergence, ne pas s'exclure les uns et les autres. Je dis ça parce qu'on a moins de sujets totalement idéologiques, parfois, comme on les vit au niveau fédéral, où il y a des tensions peut-être plus fortes en raison des thèmes qui sont traités. Mais sur Bruxelles, quand je regarde les enjeux majeurs, enfin on l'a encore vu aujourd'hui, même s'il y avait des intempéries, la mobilité, qui reste quand même un enjeu majeur. Mais à côté de cela, l'image de Bruxelles, en Belgique, mais sur la scène internationale. Comment valoriser cette image ? Et puis le lien entre la formation, l'éducation et l'emploi, puisqu'on sait qu'il y a de plus en plus de jeunes et d'habitants à Bruxelles. On a besoin d'écoles, mais on a surtout besoin d'écoles qui forment à trouver des emplois. Vous pouvez travailler avec différents partis. Je crois que là-dessus, il n'y a pas nécessairement de rejet de l'une ou l'autre formation, je dis bien dans les formations démocratiques, à condition qu'on choisisse vraiment les bonnes options. Et ça, c'est un débat que l'on va avoir, notamment en matière de mobilité. On voit qu'à la ville, PS et MR, à la ville de Bruxelles, ça a l'air de bien fonctionner. Ils reparlent déjà de continuer. Est-ce que c'est un modèle pour les autres majorités communales ? Je dirais que ce n'est pas tellement un modèle. Je crois que dans les différentes communes de Bruxelles, d'ailleurs on va préparer évidemment les élections communales, on regarde comment fonctionnent les majorités actuelles, en fonction des résultats des élections, en fonction des compatibilités de programmes, et on constate que nous sommes dans toute une série de majorités avec des partenaires différents. On n'est pas toujours avec les mêmes partenaires à Bruxelles. Ça peut continuer à plusieurs endroits, si du moins on peut continuer à mettre en œuvre un programme. Où en est la fameuse communauté métropolitaine ? Ce matin, Benoît Serex demande au gouvernement bruxellois d'aller plus vite là-dedans et de trouver un accord avec la région flamande et la région wallonne. Mais je crois que ce serait important, ça n'a pas beaucoup bougé, les régions n'ont pas pris beaucoup d'initiatives en la matière. Moi, j'en ai pris quelques-unes, notamment dans le cadre de Belliris, du fonds d'investissement sur Bruxelles, parce que là, on doit travailler entre le fédéral et la région bruxelloise, et parfois en se demandant quels sont les prolongements vers les autres régions. Mais de nouveau, un des exemples concrets, c'est la mobilité. Oui. On sait très bien qu'on ne peut pas définir un plan de mobilité dans et autour de Bruxelles sans le faire avec les différents niveaux de pouvoir. Alors sans entrer dans une nouvelle institution, avec de nouveaux élus, avec de nouveaux budgets, on pourrait peut-être déjà mettre ensemble ces différents niveaux de pouvoir dans une communauté métropolitaine sur une matière comme la mobilité. Pourquoi ? On va parler, bien entendu, du transport, en parlant de la STIB, mais aussi de Delaine et des TEC. Il y a déjà des collaborations, mais comment les faire travailler ensemble ? On va parler de la SNCB, le RER bien sûr, mais aussi l'utilisation des lignes ferroviaires à l'intérieur de la région bruxelloise. C'est un débat qu'on a déjà eu plusieurs fois. Il y a beaucoup de gares à Bruxelles. Comment mieux utiliser cette capacité-là ? Mais qui doit être à la base de cette discussion-là ? C'est la région bruxelloise ? Je pense que la région bruxelloise a un rôle important à jouer. Le ministre de la Mobilité au niveau fédéral, François Belot aussi, il a déjà réuni plusieurs fois les responsables régionaux. Donc lui a pris des initiatives en la matière. Mais j'ajouterais qu'il y a même des décisions d'une région
qui peuvent avoir une influence très importante sur la région bruxelloise. La façon dont on gère le ring, la façon dont on gère donc, les accès routiers, autoroutiers autour de Bruxelles, c'est vraiment important. Et puis, dans l'actualité, l'aéroport de Bruxelles. À partir du moment où on parle d'un développement futur de l'aéroport, ma préoccupation, c'est de se dire, évidemment, comment rendre compatible ce développement de l'aéroport et la vie des Bruxellois et des riverains, y compris au-delà de Bruxelles, comment avoir un équilibre en la matière, mais comment surtout gérer l'ensemble des modes de transport autour de ce pôle important. Transport ferroviaire, transport par route, le métro, comment va-t-on gérer cela? Et là, je crois qu'il y a un rôle où la région bruxelloise peut probablement se faire un peu plus entendre. Alors, vous étiez très intéressé par le métro, évidemment, oui. parmi les projets de Belliris. Alors, le métro, on en parle beaucoup pour le Nord. Qu'est-ce qu'il en est en matière du Sud? Est-ce qu'on va un peu travailler sur ce projet de métro Alors, Sud? il faut bien clarifier les choses. Pendant, malheureusement, une très longue période, il n'y a plus de projet en matière de métro, pendant une bonne dizaine d'années. Voilà, là, on ne va pas polémiquer sur le sujet, mais c'est vrai que les écologistes ne souhaitaient pas avancer sur ce sujet. Ils étaient dans une majorité, ils ont fait en sorte qu'on n'avance pas. Il faut remonter pratiquement à l'époque d'Hervé Asquin pour avoir les derniers projets. Ce qu'on a fait maintenant, c'est relancer la démarche avec la région bruxelloise, avec l'actuelle majorité à la région bruxelloise. Et donc c'est ce métro vers le nord qui va maintenant être lancé à travers l'annonce des travaux qui a été faite. Mais j'ai voulu aussi qu'on lance les études vers le sud. Alors quand je dis qu'il faut être très clair, sur le tronçon nord, on s'est dit le mieux, c'est un vrai métro en sous-sol, parce que j'ai vu des commentaires sur les coûts notamment, parce que la configuration à Scarbeck notamment fait que l'on doit travailler de cette façon-là. Vers le sud, c'est une étude ouverte. Ce sera peut-être effectivement une proposition de ligne de métro classique en sous-sol. Ça peut être aussi des sites propres en surface. Donc ça, moi, je n'ai pas d'a priori sur ça. Mais ce que je souhaite, c'est qu'on ait une capacité de transport public qui soit performant, qui permette vraiment de donner un autre choix que le transport par la voiture. Et on le voit, regardez aujourd'hui, le tunnel Stéphanie est à nouveau fermé pour des raisons d'intempéries, mais ça provoque un blocage complet dans la liaison vers le sud. Justement, le métro ou même une espèce de tram léger, ça va prendre du temps. Qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite pour Il y a peut-être des améliorer aménagements que l'on peut déjà réaliser maintenant. Il y a aussi surtout les travaux qui, heureusement, ont été réalisés, même si ça a pris beaucoup de temps sur certains tunnels, parce que j'entends aussi des idées à très long terme de changer les choses. On a laissé le tunnel Stéphanie fermé pendant pas mal de temps. Ça a bloqué, on l'a vu, toute la circulation dans un quartier. Donc je pense que ce qu'il faut faire ici, c'est voir comment progressivement on fait évoluer les choses. Les gares, par exemple, dans les fonds Belliris, on a prévu des moyens pour aménager des accès à certaines gares. Les gares de Bruxelles peuvent être mieux utilisées. On en discute avec le ministre de la Mobilité, François Belot. Donc il y a des phases successives. Je sais très bien que si on lance un nouveau projet de métro vers le sud ou de sites beaucoup plus propres vers le sud, ça prendra des années. D'ici là, il faut voir déjà quels sont les aménagements. Il faut faire des choix, il faut avoir quelques aménagements. Et je voudrais simplement dire que ces aménagements, il faut les faire aussi en concertation avec l'ensemble des acteurs. Moi, je suis un peu surpris de voir parfois comment on réduit l'espace des voitures, on élargit l'espace des vélos. Et c'est une bonne chose d'avoir plus de vélos, mais sans nécessairement une concertation avec notamment les communes, avec l'ensemble des opérateurs. On ne peut pas vouloir supprimer l'accès de la voiture dans Bruxelles si on n'a pas réellement une offre de transport de qualité pour remplacer. Alors, on va du côté d'Uccle, puisqu'on descend dans le sud. Alors, c'est important de se présenter aux élections communales, d'être bourgmestre. À un moment donné, vous avez voulu être bourgmestre de Liège. Est-ce que maintenant, comme Chris Peeters qui veut essayer d'être bourgmestre d'Anvers, est-ce que vous voulez devenir bourgmestre d'Uccle? Alors, j'ai mené des campagnes dans une ville comme Liège en étant responsable de l'opposition. Donc, évidemment, on souhaitait prendre la place de la majorité. Ici, on est dans une majorité à Uccle. Qu'est-ce que j'ai fait? En 2012, moi, je me suis présenté pour la première fois à Uccle. J'ai souhaité soutenir la liste. Je suis devenu chef de groupe au conseil communal. Et depuis, j'essaie d'être présent dans tous les conseils communaux, les commissions, le conseil de police pour mieux comprendre comment fonctionne une commune que je découvre, une commune qui est très vaste, évidemment, qui est une commune importante. Je crois que j'ai fait le tour de cet apprentissage, je dirais. Je vais encore le faire dans les mois qui viennent jusqu'aux élections communales. Ce que j'ai dit maintenant, c'est que j'étais tout à fait disponible pour jouer un rôle plus actif. Donc, ça veut dire quoi? Mais c'est-à-dire un rôle exécutif, c'est-à-dire d'entrer dans un collège. Mais ça peut être entrer dans un collège, ça peut être en tout cas jouer un autre rôle. Je ne pense pas qu'on puisse le faire quand on arrive dans une commune de cette taille qu'on ne connaît pas bien. Moi, je venais à Bruxelles depuis 30 ans. Maintenant, vous la connaissez. Maintenant, je la connais mieux, en tout cas. Est-ce que vous allez être tête de liste ça, à Uccle? Nous en débattrons dans le cadre de la section locale avec l'ensemble de mes amis au conseil communal, mais ça n'est pas impossible. Et alors, je vais faire le lien, c'est pas impossible, donc on le note, et on va faire le lien avec Armand de Decker. Est-ce que lui, c'est
c'est un pas de côté qui a un rapport avec l'affaire du Kazakh-gate, le fait que demain il ne sera peut-être plus bourgmestre, ou pas? Mais deux choses très différentes. D'abord, la première, j'insiste beaucoup sur cela, je peux comprendre toutes les réflexions que chacun se fait à la lecture d'articles de presse. Il y a une information judiciaire en cours qui se termine. Donc je souhaite vraiment que l'on attende le résultat de cette information judiciaire avant de tirer une quelconque conclusion. La deuxième chose, ce que je viens de vous dire sur mon parcours à Uccle, je l'ai dit déjà en 2012. C'est une histoire, je ne vais pas dire ancienne, mais j'avais clairement dit, je venais là pour soutenir une liste. On a réussi. Vous vous souviendrez qu'à l'époque, c'était la séparation entre le MR et le FDF. Et malgré cette séparation, nous avons malgré tout fait une majorité absolue. Je pense, avec d'autres, y avoir contribué. Nous sommes dans une majorité maintenant avec deux partenaires. Moi, je souhaite que cette majorité, qui a l'air de fonctionner correctement, puisse en tout cas continuer à présenter les mêmes projets, avec les mêmes partenaires. On verra bien, mais les mêmes projets. Mais personnellement, je souhaite effectivement m'engager plus. Alors malgré tout, même si vous ne voulez pas parler de l'affaire au sens judiciaire, Armand de Decker va être entendu par François-Xavier de Donnea notamment. En tant que juriste, avocat, est-ce que un avocat peut finalement travailler en même temps en utilisant les influences qu'il peut avoir en tant qu'homme politique? Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez? Mais là aussi, deux choses très différentes. La première, moi j'ai toujours souhaité ça déjà quand j'étais président de parti. Quand il y a une évocation d'un dossier, il faut qu'il soit suivi à l'intérieur du parti. C'est pour ça que nous avons un organe de conciliation et d'arbitrage, et c'est François-Xavier de Donnea maintenant qui le préside après André Bertouille, et il faut vraiment que quelqu'un suive le dossier. Mais la deuxième chose, il y aura peut-être des réformes à décider au Parlement, mais avant de se prononcer sur le contenu d'un dossier, je veux connaître ce contenu de dossier et pas simplement lire quelques articles de presse. Alors, dans les experts, demain, je recevrai 2 ministres d'État, 147 ans à eux deux, Herman De Croo et Charles Piquet, et ils seront face à 4 jeunes experts. Merci Didier Reynders. Bon débat. Bonne journée et bonne soirée.